Hey, c'est Mathieu. Est-ce que vous vous souvenez des années 2000? C'était cool, hein. La tectonique, les bracelets, les fringues trop grandes, les skateparks, GTA San Andreas et bien sûr, Fast and Furious. Fast and Furious est né en 2001 de l'association entre le producteur Neil H. Moritz et le réalisateur Rob Cohen sous la bannière d'Universal et il a braqué le box-office. Il a gagné plein de thunes et surtout il est devenu l'étendard de cette mode qui a si bien vieilli mais qui à l'époque était partout. Celle du tuning et de l'imaginaire de la course de rue. Vous vous en rappelez peut-être, mais Universal n'était pas le seul à avoir sorti les jantes fluo. Plusieurs studios ont tenté de prendre l'aspiration de la franchise naissante, et parmi ces quelques films pour la plupart oubliés, il en est un qui ferait passer les dernières aventures de Vin Diesel pour le tango de Satan. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous conter l'histoire du chef-d'œuvre, Torque. Si vous connaissez Torque, c'est probablement grâce à Internet. En effet, il s'est complètement planté à sa sortie, aussi bien au niveau critique que financier, et surtout il s'est très vite hissé en haut d'innombrables listes de nanars, pour des raisons évidentes que je détaillerai plus tard. Mais si en fait, au lieu d'être une bête copie pourrie de Fast and Furious, c'était pas plutôt une parodie, ou même carrément une opération de sabotage qui a mal tourné. Oui évidemment, sinon je poserai pas la question. En fait, Torque n'est pas complètement un film raté, et il n'est pas complètement une pure parodie, et c'est ça qui le rend génial. Sortez vos MP3 pour mieux comprendre, il faut retourner dans les années 2000. Universal est en train de compter sa tuning money et tout le monde veut sa part du gâteau, y compris Roadshow Pictures et surtout Warner, qui prévoit de distribuer un clone maison de Fast and Furious, mais avec des motos. Très original. À l'époque, eux aussi, ils ont les poches pleines grâce à un film qui a défini les années 2000, Matrix, qui est sorti il y a à peine quelques années et dont ils planifient les suites, attendues comme l'élu. Oui, c'est assez important. Pour ce faire, ils décident d'engager quelqu'un qui n'a jamais réalisé de long métrage, mais dont tout le monde a déjà vu les œuvres, à moins d'être né il y a 3 jours ou de vivre dans un bunker. Et oui, ils engagent nul autre que Joseph Kahn. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le mec qui a réalisé ça. Ça. Ou même ça. On reste dans le thème années 2000, tout va bien. Joseph Kahn, il n'a que 28 ans à l'époque, mais il a déjà fait des clips pour Eminem, Public Enemy, Korn, Mobb Deep, Elton John, Janet Jackson, le Wu-Tang Clan et bien entendu Ice Cube. A priori, c'est le choix parfait. Sauf que Kahn, s'il réalise des clips, c'est parce qu'il trouve que ça lui donne de la liberté. Et d'ailleurs, il a déjà été en lice pour réaliser un film avec Chris Tucker auparavant, mais il a dû partir dans des circonstances assez floues en plus. Premier red flag. Deuxième red flag, et pas des moindres, il déteste le tuning. They're telling me to make this fucking Rice Rocket movie, and I'm like, okay, cool, I fucking hate Rice Rockets. Donc on lui envoie le projet une fois, il dit non, un autre réalisateur se désiste, il dit oui. Pourquoi ? C'est le troisième et le plus gros red flag. Joseph Kahn, c'est un peu un troll, c'est un peu un sale gosse. Il a l'arrogance de la jeunesse, c'est pas moi qui le dis, c'est lui dans plusieurs interviews. Donc il se dit qu'il va un peu brusquer la formule Fast and Furious de l'intérieur. Mais son but n'est pas d'opérer un sous-marin non plus, Il joue carte sur table, il veut faire une version complètement con de Fast and Furious plutôt qu'un bête copier-coller, et surtout une version qui pousse les potards, ou plutôt les motards lol, à fond. Tellement à fond que ça en deviendra ridicule. Ses influences sont un mélange d'animation japonaise, des codes des productions Bruckheimer, qu'il veut restituer, je cite, sous crack, et de Andy Warhol. Oui. Et croyez-le ou non, il trouve quelqu'un qui valide à peu près son approche, ou tout du moins qu'il ne voit pas de problème à se moquer gentiment de la formule. Ce quelqu'un, c'est rien de moins que le responsable de la production de Warner, qui s'appelle Lorenzo Di Bonaventura. Tout va à peu près bien donc, sauf que Di Bonaventura se fait virer une semaine avant le tournage, et d'ailleurs pour l'anecdote, il partira faire des films Transformers ensuite, coïncidence, je ne pense pas. Il est remplacé par d'autres personnes, et la nouvelle équipe est pas du tout chaud pour en faire une parodie. Dans Hollywood Reporter, Kahn résume en disant « Il voulait faire un film A, je voulais faire un film B, et c'était la recette du désastre. Il voulait faire une comédie, eux voulaient un sous Fast and Furious banal. Le réalisateur aurait bien aimé se barrer à ce moment, sauf qu'il s'était déjà barré d'un projet hollywoodien, et qu'il se dit que s'il part maintenant, il va finir sur liste noire. Alors il se lance, mais sans courber les chines. Cerise sur le gâteau, Torque est produit par Neil H. Moritz, oui, le producteur de Fast and Furious, et curieusement, il n'a pas dû voir d'un très bon œil qu'on chie sur sa plus grande œuvre. Vous vous en doutez, les 72 jours de tournage ne se sont pas hyper bien passés, c'était une baston permanente entre le cinéaste et la prod. Sauf qu'au lieu de se résigner,
celui-ci s'est braqué, quitte à carrément s'aborder la chose en allant toujours plus loin dans l'excès. Les studios ont eu beau lui mettre des roquettes dans les roues, il a foncé tête baissée dans le mur. Et finalement, il a dit un peu partout, notamment dans Mad Movies, que le résultat est à 70% son film, mais qu'il est clairement 100% différent de ce que les studios voulaient. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que comme je l'ai dit plus tôt, Warner n'est pas du tout seul sur les créneaux du sous Fast and Furious. DreamWorks produit de son côté un film de course, avec des motos et des gangs et Laurence Fishburne. Et puisqu'ils sont malins, ils profitent du fait qu'ils ont moins de budget et donc un temps de tournage beaucoup plus serré pour le caler quelques semaines avant Torque. C'est ce qu'on appelle un pro-gamer move. Du coup, pas le choix, Warner retire le film du créneau et il cherche une nouvelle fenêtre. Et ça va être compliqué. Bah oui, parce qu'après ça, il y avait le nouveau Fast and Furious, donc clairement, c'est pas possible. Et en plus, souvenez-vous, Warner, ils doivent sortir les 2 prochains Matrix. Et pas question de caser leur film de moto débile à ce moment-là. D'autant que Reloaded comporte lui aussi une méga scène de moto, et que les 2 films sortent à 6 mois d'intervalle. Torque devait sortir début 2003, il sortira aux États-Unis le 16 janvier 2004, s'attirant de fait la méfiance d'à peu près tout le monde. Et oui, à ce moment, ça commence à faire un peu beaucoup. Le style MTV est omniprésent, Fast and Furious a déjà eu une suite, Need for Speed Underground tourne sur toutes les consoles, et le truc de DreamWorks là, Biker Boys, ça s'est planté. Et ouais, comme quoi, faut jamais se fier au catchline. Bref, dans cette ambiance, personne n'est hyper chaud à l'idée de voir encore un sous Fast and Furious avec des motos, surtout s'il a été repoussé d'une année complète, ce qui est rarement bon signe. Bon, ça n'a pas loupé, malgré un budget de 40 millions de dollars, Torque se crache complètement avec 46,5 millions de dollars de recettes. Et si vous pensez que je suis nul en maths et que le truc était rentable, je vous conseille la vidéo de Geoffrey expliquant les subtilités du box-office, mais pour la faire courte, ça s'est complètement planté. Et comme Biker Boys, le film aurait pu rester dans l'oubli. Sauf que non, parce qu'il est génial. Mais vraiment génial. Forcément, quand il est sorti, tout le monde lui est tombé dessus. Alors certes, quelques critiques américaines ont relevé le second degré, mais les gens globalement n'ont pas vraiment capté la vanne. Car Torque, grâce à la fois à l'insolence de Cannes et au bras de fer entamé avec le studio, commence comme une parodie de Fast and Furious et termine comme une parodie d'à peu près tous les clichés du cinéma populaire des années 2000. Au plus ça avance, au plus ça devient le film ultime de son époque, et c'était pas si compliqué de s'en rendre compte. Dès le début, on a toutes les clés de compréhension. 2 bagnoles toutes droit sorties de Tokyo Drift envoyées dans le décor par le héros à moto, il fait tourner un panneau qui dit « Les voitures, c'est nul ». Le mec, il écrit « Carpe diem » sur son torse. Ça fait 5 minutes que ça a commencé, et déjà Torque est au sous Fast and Furious, ce que Red is Dead est au sous Vendredi 13. C'est évident que c'est volontairement over the top. C'est évident que Cannes nous dit « Bon voilà, on m'a dit de faire une copie de Fast and Furious, mais pour moi, une copie de Fast and Furious, ça ressemble à ça ». De la même manière que là, c'est évident qu'il s'agit de se foutre de la gueule des séquences femme-objet sur véhicules phalliques qui sont devenus les passages obligatoires des films Fast and Furious. Enfin, la madame là, elle est à 2 doigts de copuler avec le pot d'échappement, on se rend bien compte que c'est beaucoup trop. Alors je passe sur l'histoire dont on se fout, mais quelle surprise, c'est une histoire de pilote rebelle au passé trouble et d'un flic chargé de le coffrer, sauf qu'il y a Ice Cube, donc par défaut c'est mieux que Fast and Furious, désolé, c'est pas moi qui fais les règles. On arrive à la moitié du film, et si t'as pas compris, le film va laisser tomber les pincettes. I live my life a quarter mile at a time. La vie est une suite de 400 mètres départ arrêté. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. C'est à partir de là que ça vire au pastiche d'à peu près tout ce qui constitue le cinéma américain grand public de l'époque. Michael Bay est alors en train de tout faire péter, et Cannes, venu lui aussi de la vidéo, sera forcément considéré comme l'un de ses rejetons. Alors il copie sa mise en scène jusqu'à complètement se foutre de sa gueule. Ouais, voilà une bonne grosse contre-plongée, ça c'est bien Michael Bay ça. Ah ouais, là c'est vraiment une très grosse contre-plongée. Oh Joseph, t'es vraiment... Joseph, t'es carrément sous le sol là. Quant au climax, c'est l'acmé de la génération MTV. Il est composé de 2 scènes, chacune tournant en dérision un aspect du cinéma qu'elles sont censées émuler. La première est peut-être la plus connue, et vraiment la plus pas comprise. Alors allons-y pour l'analyse de séquence. En fait, il y a un léger placement de produit, je sais pas si vous avez remarqué. Bon là encore, cette scène est devenue presque un mème à ce niveau, mais encore une fois, on n'est pas loin du placement de produit de la Cité de la Peur. La référence de Cannes, en l'occurrence, c'était vraiment Andy Warhol. L'idée d'une marque affichée ad nauseam dans un divertissement populaire et prenant les 3/4 du cadre dans un duel à moto, évoquait pour lui le pop art et ses sérigraphies abordant des biens de consommation. C'est prétentieux, c'est mégalo, c'est complètement inconscient, mais c'est drôle. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Mountain Dew appartient à Pepsi, donc c'est pas tant que ça un duel. En fait, Cannes a contacté Coca-Cola pour mettre en scène un duel Pepsi-Coca, mais Coca a refusé. Le mec avait peur de rien, bon, il était un peu naïf, on va pas se mentir. Et en parallèle, on a ce moment de bravoure absolument dantesque,
le moment où le héros, aux cheveux au vent, enfourche la moto la plus rapide du monde et transforme le monde en purée numérique. C'est juste indescriptible et c'est pas très loin de la manière dont les effets spéciaux numériques étaient envisagés à l'époque. Matrix a mis une grosse baffe à l'industrie hollywoodienne et tout le monde tentait de faire ses propres scènes full CGI. Torque les dépasse tous par la droite et s'avère mine de rien quasiment précurseur puisque la suite de Matrix comportera cette scène qui est, je vais pas vous mentir, une de mes scènes d'action hollywoodienne préférées. Mais bon, il faut pas trop regarder les arrière-plans quoi. Bref, en 30 minutes de temps, Torque s'est payé la tête des 3 artistes qui influencent le plus le cinéma hollywoodien du début des années 2000, Michael Bay et les Wachowski. Dans le deuxième cas, il a presque anticipé la suite de leur carrière car la plupart des séquences d'action empruntent donc beaucoup à une certaine animation japonaise. C'est la même qu'elles vont tenter d'exporter à Hollywood dans leur propre film de course, le génial Speed Racer, qui connaîtra pas non plus un destin très glorieux non plus. Et oui, Torque est bien plus qu'un gros nanar, c'est un sabotage génial, une parodie savoureuse et même un vrai film avant-gardiste. Un bon film en fait. Alors bon voilà, je fais le mec, mais c'est facile de repêcher les avis de l'époque et de se dire « Mais comment ils ont pu passer à côté quand même ?» Alors que bon voilà, toi tu l'as découvert grâce à Nanarland avec toutes les clés en main. La réalité c'est qu'à l'époque, je serais peut-être aussi tombé dans le panneau. Mais pourquoi ? Eh bien le marketing. Du début du tournage jusqu'à la fin de la promo, les gens de Warner voulaient en faire un clone de Fast and Furious et donc c'est comme ça que tout le monde l'a appréhendé, y compris quand 70% de la chose est le résultat des expérimentations bancales d'un clipper surexcité. Tout le monde attendait un sous Fast and Furious et on a eu un sur Fast and Furious, donc forcément on a eu l'impression qu'il débordait. Mais peut-être qu'avoir l'esprit ouvert vis-à-vis de la pop culture, ce n'est pas aveuglément gober ce que les studios nous disent, mais au contraire essayer de faire la différence entre ce qu'un film devrait être et ce qu'il est. Et d'ailleurs Joseph Kahn, à 100% de ses capacités, a prouvé qu'il était un réalisateur de long métrage très compétent. Bien que Torque lui ait fermé les portes d'Hollywood pour un bon paquet de temps, il a fini par produire en grande partie grâce à ses propres deniers le teen movie hyperactif Detention et Bodied, 2 films excellents vraiment, qui n'ont pas eu une super distribution en France, mais que je vous recommande plus que chaudement. Reste que Torque est un peu à part, puisque ses dérapages échappent au carcan auquel il devait se conformer. J'ai personnellement beaucoup d'affection pour ces films qui dépassent ce qu'ils devraient être, justement pour se complaire dans le too much, au risque de repousser ses spectateurs d'ailleurs. Mine de rien, ils sont assez rares. Récemment, je pense à Malignante, qui aurait dû être un James Wan classique, mais qui est un Goro Giallo actionneur, ou à Carter sur Netflix, qui aurait dû être un film d'action post-The Raid, mais qui est une expérimentation débile avec des raccords tous plus tirés par les cheveux les uns que les autres. Là encore, on n'est pas loin de la parodie du cinéma d'action contemporain et de ses obsessions absurdes pour le plan séquence. Ces films-là sont quand même autrement plus intéressants que les productions qui remplissent sagement le contrat. Parce que la question qui reste à la fin, c'est qui se souvient de Biker Boys ? Voilà pour moi. Avant toute chose, je précise que les 2 sources que j'ai le plus utilisées sont les podcasts Fun Wisdom et Spotcast. Si vous voulez creuser un peu plus, je vous conseille leur écoute, ils sont assez marrants. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je suis désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais si vous avez aimé cette vidéo, merci. Et sachez qu'Écran Large propose plusieurs contenus du genre par semaine. Et oui, si vous vous abonnez, vous aurez accès à tout un tas d'articles exclusifs, comme celui dont est adaptée cette vidéo, avec des anecdotes, des analyses esthétiques ou juste des petits shoots de nostalgie. Et en plus, vous soutiendrez nos mauvais goûts. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, les voitures, c'est nul!